la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h de ce lundi, il y a d'abord la réunion des experts de l'industrie touristique de la CEDEAO à Lomé. C'est pour revisiter les textes qui réglementent les établissements d'hébergement touristique de l'espace communautaire afin de mieux les adapter aux besoins et défis du secteur. Les conseillers agricoles font une mise à jour de leurs compétences, une formation pour être plus efficaces sur le terrain pour de meilleurs rendements. Ils seront aussi outillés sur l'usage des procédés agricoles innovants s'appuyant sur le numérique. Également dans ce journal, la mise en œuvre du projet Éducation inclusive et formation professionnelle. La deuxième phase est lancée à Kara pour les 4 prochaines années. En savoir davantage dans ce journal. Et puis le FESNAD, le Festival national de danse folklorique traditionnelle, 6e édition, placée sous le thème Résilience de la tradition face aux défis des sociétés modernes. L'étape de la région des plateaux Est à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue sur la télévision togolaise. Des experts du tourisme d'Afrique de l'Ouest tiennent une réunion à Lomé, une rencontre technique de 3 jours. Les travaux portent sur l'examen et la validation des nouveaux textes réglementaires pour les établissements d'hébergement touristique de l'espace CEDEAO. Christine Pechekialoude. Depuis une vingtaine d'années, les hôtels, motels, auberges, bref, les établissements touristiques d'hébergement de l'espace CEDEAO sont encadrés par des textes. Le parc hôtelier de l'espace enregistre de nouvelles formes d'hébergement, les chambres d'hôtes, les écologes, entre autres. L'espace veut désormais composer avec des établissements à même de répondre aux besoins sécuritaires, environnementaux et même qui prennent en compte les questions de santé publique. Nous nous sommes aperçus que ces textes réglementaires ont besoin d'un toilettage. C'est de conférer à notre destination CEDEAO un niveau de qualité qui soit international. Nous voulons un parc hôtelier qui obéisse aux standards internationaux et en même temps qui affirme nos identités culturelles respectives. Les experts des États membres vont donc s'accorder sur les standards de qualité qui vont rendre le secteur plus compétitif. De nouvelles formes ou types d'hébergement ont fait leur apparition au fil du temps. Ces évolutions échappant à la réglementation en vigueur dans l'espace communautaire peuvent faire l'objet de dérives, d'appellations abusives, inappropriées et de fraudes à la clientèle en compromettant grandement la qualité et la compétitivité de l'offre hôtelière ouest-africaine. C'est la raison pour laquelle la commission de la CEDEAO, avec les actions prioritaires du plan d'action EcoTour 19-29, nous convie à ce rendez-vous de Lomé pour examiner et valider de nouveaux tests réglementaires qui vont désormais régir le classement des établissements d'hébergement touristique. C'est un exercice de plus haute importance, en ce sens qu'il va nous permettre de gagner en qualité, en compétitivité et contribuer ainsi au relèvement du PIB de la zone CEDEAO. Faire de l'Afrique une destination, c'est aussi le but visé par la réactualisation des textes réglementaires. Les conseillers techniques en gestion d'entreprise à l'école des bonnes pratiques culturelles, une session de formation initiée par le ministère chargé de l'agriculture. Objectif, leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain pour de meilleurs rendements. Il est également prévu une formation sur l'usage des procédés agricoles innovants s'appuyant sur le numérique. Clarisse Aticlé.
conseillers techniques en gestion d'entreprises agricoles, CTGA, s'organisent pour une meilleure conduite de la saison agricole 2023. Dans la région maritime, 80 techniciens sont formés par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. C'est pour les amener à acquérir les bonnes pratiques agricoles. Ici, ils renforcent leurs compétences en matière d'appui conseil aux producteurs agricoles. Le gouvernement a mis à la disposition de chaque canton de notre pays au moins un conseiller agricole. Sur le terrain aujourd'hui, nous comptons près de 480 conseillers agricoles qui sont mis sur toute l'étendue du territoire. Et ceci, justement, pour apporter un conseil efficace et efficient à nos producteurs agricoles afin de leur permettre d'améliorer leur rendement et donc améliorer leurs revenus. C'est la deuxième phase de la formation et elle est assurée par les experts de l'ICAT. La première phase a porté sur l'application du numérique à l'agriculture. Elle est assurée par la société MyDitech qui dispose d'une plateforme numérique et d'une station météo dont les techniciens agricoles peuvent se servir pour guider les producteurs. L'objectif en tout cas, c'est qu'ils prennent l'outil en main, les données qui sont remontées par ces outils pour les utiliser et les amener auprès des agriculteurs pour leur donner des conseils. Quand planter, quand semer, quand récolter, comment, quoi. Donc toutes ces informations-là, ça sera à eux de les amener aux agriculteurs. Mais la finalité, c'est l'optimisation des systèmes de production, c'est faire en sorte qu'un agriculteur produise mieux, plus et dans de meilleures conditions. Tous les conseillers techniques en gestion d'entreprise seront formés sur l'ensemble du territoire. Ils vont également s'approprier les éléments clés de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui accorde une part belle à l'agriculture. L'alternance, une solution pour lutter contre le chômage, étudiants et apprentis à la fois. De plus en plus de jeunes s'y adonnent. Difficile de trouver chaussures à son pied, nous sommes allés à la rencontre de ces apprentis, pas comme les autres. Focus ce soir sur ces jeunes qui veulent vaincre la précarité à tout prix. Un dossier que nous propose Trinité Kelelem, commentaire sur image, Marie-Ange Bida. Ne vous y trompez surtout pas. Ce n'est pas une salle de classe, mais un atelier de couture. Tous, jeunes filles et garçons, concentrés sur les commandes d'habits que la structure doit livrer aux clients. Parmi la trentaine d'apprentis, Rose, également étudiante à l'université de Lomé. J'ai eu mon bac en 2020 et je me suis inscrite au campus de Lomé en faculté lettres modernes. Moi, j'aime la mode et puis je me sens bien dans la peau d'une femme africaine qui a des vêtements en pagne. C'est ce qui m'a inspirée. Je suis en 3e année au campus de Lomé, en 2e année ici dans l'apprentissage de stylisme. Rose n'est pas la seule étudiante que ce centre accueille. Plus d'une centaine sont passées par ici et sont devenus des entrepreneurs. J'ai eu mon bac, j'ai fait au moins campus marketing et je me suis inscrite et j'ai commencé ma formation et aujourd'hui je rends grâce que je suis en 3e année de formation. Quand tu fais la formation, tu tiens fort et tu termines bien. Tu as tout ce que tu veux quoi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un genre pour te financer. Elles sont à l'atelier aux heures de pause à l'université. Être étudiante et à la fois apprentie n'est visiblement pas chose aisée. Mais elles sont déterminées et peuvent compter sur les précieux conseils de leur patron. Il y a certains élèves ici qui ont leur maîtrise, certains ont leur licence, certains ont leur bac avant de se faire former. C'est bon de s'instruire, d'aller à l'école. Mais c'est très bon d'apprendre un métier. Quand tu as un métier à la main, tu deviens patron de toi-même. Là où moi je suis aujourd'hui, et je ne continue pas à faire des formations, je me suis inscrit à certains cours, par exemple cours d'anglais, d'autres cours. Où est-ce que j'ai trouvé l'argent pour payer ces formations? C'est grâce au métier de la mode que je fais. C'est grâce à ça. Quand tu veux apprendre un métier, crois en toi, donne-toi à ce métier. Et quand tu finis le métier, dis-toi que ce métier, je vais vivre de ça. Et je suis prêt à me sacrifier pour ça. Et puis c'est fini.
dans l'entrepreneuriat, il faut toujours croire en soi-même. Aujourd'hui, je vous assure que si moi, je n'ai pas de client qui viendra me commander des habits, je fais mes habits prêt à porter, je mets dans mon sac, je me balade de bureau en bureau jusqu'au soir, je vais trouver ce que je vais manger. Ça me va déjà. Le chef de la structure emploie également les jeunes en fin de formation qui n'ont pas encore les équipements pour s'installer. Une manière pour lui de les amener à s'inscrire progressivement dans la vie socio-professionnelle. Registre éducation toujours et la mise en œuvre du projet éducation inclusive et formation professionnelle. La deuxième phase est lancée à Kara pour les 4 prochaines années. Projet à mettre à l'actif de l'ONG Handicap International et l'Agence française de développement. Carmen Madiakapo. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est l'objectif 4 défini par les Nations Unies pour le développement durable. Au Togo, la scolarisation et l'apprentissage des enfants et jeunes handicapés restent un défi pour les acteurs de l'éducation. Depuis 2018, le projet Éducation inclusive de formation professionnelle est mis en œuvre dans les régions des Savanes et de la Kara par l'ONG Handicap International, Humanité et Inclusion et ses partenaires. La deuxième phase de ce projet vient d'être lancée à Kara. C'est à travers un accord de partenariat pluriannuel signé avec l'Agence française de développement, AFD. L'objectif de la réunion de ce matin, c'est de se retrouver pour définir les étapes à venir et également voir dans quelle mesure on peut coordonner les énergies. Le projet éducation inclusive pour le Togo, principalement pour les années à venir, va consister à consolider l'appropriation au niveau institutionnel. Le deuxième défi pour nous sur les années à venir, c'est également de consolider le continuum sur le collège et également assurer la formation professionnelle pour les enfants handicapés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans une situation de vulnérabilité poussée et qui ne bénéficient pas de l'éducation. Or, l'éducation, c'est un droit pour tout enfant. Aujourd'hui, l'éducation inclusive s'étend également à d'autres régions et donc nous attendons que dans quelques années, que cela puisse faire tâche d'huile afin que l'éducation inclusive devienne universelle dans toutes nos écoles du pays. Dans l'exécution de la première phase de ce projet, l'accent a été mis sur l'inclusion scolaire et sociale basée sur le continuum primaire, secondaire et la formation professionnelle. Plus de 1860 élèves ont été accompagnés et 711 enseignants et responsables d'ateliers formés à l'inclusion. Pour une meilleure pérennisation des acquis et des actions à venir, il est important de développer davantage les mécanismes de l'institutionnalisation de l'approche éducation inclusive dans les stratégies nationales. À noter que le Conseil national de la jeunesse CNJ Togo lance le processus de renouvellement de ses instances. Sont attendues pour des élections crédibles et transparentes toutes les organisations de jeunes ayant pour cause l'intérêt de la jeunesse togolaise. Sandra Diaby. Le Conseil national de la jeunesse se prépare à renouveler ses instances. Le processus déclenché conformément au statut du Conseil. Dans 3 mois exactement, ces renouvellements vont aboutir au congrès électif pour l'élection de nouveaux bureaux nationaux. Pour une élection inclusive et démocratique, toutes les organisations des jeunes sont invitées. Nous aurons l'actualisation de la base des données des associations de jeunes. Comme étape importante, la mise en place du comité ad hoc qui va se charger de la gestion du processus de renouvellement. À la suite, ils auront à organiser la révision des tests qui régissent l'organisation,
Et ceci donc au cours d'une assemblée générale que nous aurons à passer le témoin donc à la nouvelle équipe qui sera élue. Le CNJ œuvre pour l'épanouissement des jeunes Togolais. Il fait partie des acteurs stratégiques et opérationnels avec à son actif un chapelet d'initiatives au profit de la jeunesse. Au lendemain de nos élections, une formation a été livrée aux organisations de jeunes pour leur donner les outils d'une meilleure gouvernance associative et de projet. Également organiser des conversations, former les membres des CENI sur les mécanismes de prévention des conflits et de recours légaux en matière de gestion électorale. La relance post-Covid-19 qui nous a permis de mener un certain nombre d'activités pour renforcer la cohésion sociale. Et profitons donc de l'occasion pour témoigner notre gratitude au gouvernement togolais, mais également les partenaires techniques et financiers. Toutes ces actions sont les fruits de l'engagement de toutes les instances des jeunes qui reçoivent l'appui du ministère en charge de la jeunesse. Pour son nouveau mandat, le Conseil national de la jeunesse a à cœur le développement des communautés avec une implication réelle des jeunes. Politique et les échéances électorales prochaines, l'UFC, l'Union des forces du changement, affûte déjà ses armes. Les délégués des fédérations du parti sont tous mobilisés. Sandra Ziabé. La base politique de l'Union des forces de changement UFC en ordre de mobilisation. Une mobilisation à l'orée des échéances électorales à venir. Délégués des fédérations du Grand Lomé, d'Aguanivé et les coordonnateurs du parti affinent leur connaissance sur la constitution togolaise, les réformes sur la décentralisation et les tests du code électoral. Le Togo est un pays réformateur et nous sommes dans la phase de décentralisation. Nous allons voir ce que les régions disent à travers la loi portant création des régions et comment on est en train d'organiser les élections régionales. En tant que responsable politique, il était nécessaire que les responsables à la base puissent s'approprier des outils. Bien aguerris, ils pourront désormais contribuer à des élections crédibles et paisibles. Lomé étant district autonome de Grand Lomé, on l'a considéré comme une région en notre sein, mais nous irons dans les autres régions maritimes, plateau, central, Kara, savane, pour s'organiser, pour être de bons citoyens, convaincus de leur patriotisme. La partition de la femme en politique, l'équité genre, la charte des partis politiques en République togolaise, entre autres, sont les points abordés à cette rencontre. Passons tout de suite à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, musulmans et chrétiens ont décidé de rompre le jeûne ensemble. Le Ramadan est l'occasion de solidarité entre les communautés religieuses. Ce mois de jeûne rituel chez les musulmans coïncide avec le carême des chrétiens. L'image peut paraître anodine. Elle est pourtant très symbolique. Sur la place publique de Ouagadougou, musulmans et chrétiens ont décidé de rompre le jeûne, ensemble. Les uns dans le cadre du Ramadan, dont le jeûne prend fin dès la tombée de la nuit, les autres dans le cadre du carême chrétien, à l'approche de Pâques. Nous avons d'abord remarqué que la cohésion religieuse est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si deux groupes de religions différentes arrivent à vivre ensemble, beaucoup de maux dans la société seront totalement révolus. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de lancer cette initiative, afin de permettre à tout un chacun de savoir que l'autre qui se trouve dans l'autre religion est son frère. Le repas interreligieux revêt un sens particulier au Burkina Faso. Le pays est confronté à une crise sécuritaire, causée par les attaques récurrentes de groupes armés islamistes. Dans la région du Sahel, 2 millions d'habitants ont été déplacés, des milliers ont été tués. Les groupes armés se servent des divisions ethniques et religieuses pour nourrir le chaos et la violence. Le repas organisé entre musulmans et chrétiens est une façon de montrer que la religion ne sera pas une arme utilisée pour diviser les citoyens.
Ceux qui malheureusement ont pris les armes contre le pays, nous espérons que notre message d'espoir pourrait contribuer également à ce que les cœurs s'adoucissent et qu'on puisse déposer les armes, que les cœurs puissent s'affermir et que effectivement les tensions puissent baisser. Parce que nous sommes des Burkinabés, c'est notre pays. Au Burkina, 64% des 23 millions d'habitants sont de confession musulmane, tandis que 24% sont chrétiens, selon un sondage. Des soldats sud-soudanais sont arrivés dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo pour rejoindre la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23. Ils sont au moins 45 soldats apprêtés mais fortes. Ils viennent tout juste d'arriver sur le tarmac de l'aéroport de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. 45 hommes, le tout premier convoi du Soudan du Sud. Ces militaires viennent garnir les rangs de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Leur rôle est celui des 700 autres soldats sud-soudanais qui devraient suivre, superviser le retrait des rebelles du M23, aux côtés des Kenyans, des Burundais ou encore des Ougandais. Bienvenue à Goma, la capitale du Nord Kivu. Ici à Goma, vous êtes dans un environnement opérationnel différent. Ce faisant, vous devez vous tenir prêt. Demain, le commandant de la force viendra s'adresser à vous, puis vous serez envoyé à Kibati. Kibati, avant d'être déployé à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 avaient annoncé leur retrait de la zone il y a 2 mois. L'échéance du 30 mars, décidée par l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'a pas été respectée par les rebelles. Au départ accueillie avec enthousiasme par les Congolais, la force de l'EAC est aujourd'hui de plus en plus critiquée dans le pays. Ces troupes sud-soudanaises arrivent chez nous, mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats ramènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. De nombreux Congolais s'attendaient à voir les troupes régionales s'attaquer directement au M23. Mais dimanche, le capitaine du contingent ougandais a annoncé que ces troupes seraient une force neutre et qu'elles ne combattraient pas les rebelles. Nous voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. Malgré le contexte difficile, des élections présidentielles et législatives sont prévues le 20 décembre 2023. À l'est de la RDC, où les citoyens craignent ne pas pouvoir voter, l'enregistrement des électeurs sur les listes électorales a été prolongé de 10 jours. Fin de vie, un pas de plus vers l'euthanasie et le suicide assisté. Emmanuel Macron a annoncé ce jour qu'il attendait du gouvernement un projet de loi sur la fin de vie d'ici à la fin de l'été. Le président français a reçu les conclusions de la Convention citoyenne qui s'est prononcée pour une aide active à mourir, mais sous condition. 24 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, pas de doute, il faut faire évoluer la loi. 76% d'entre eux sont pour l'aide active à mourir, 23% contre. La personne en fin de vie devrait avoir le choix entre le suicide assisté, le patient s'administre lui-même le produit létal, ou l'euthanasie, une injection pratiquée par un soignant. Mais qu'en pensent les médecins ? Dans les services de soins palliatifs, comme ici à l'hôpital Curie à Paris, ils sont majoritairement contre l'euthanasie. Nous, en tant que soignants, notre engagement viscéral, notre ADN, c'est de prendre soin, d'aider les gens à vivre lorsqu'ils sont traversés par la maladie, le handicap, la vieillesse, la vulnérabilité, la fragilité. Et inlassablement, notre porte sera toujours ouverte pour eux, qu'ils aient envie de mourir, qu'ils n'aient pas envie de mourir, mais toujours. Pour nous, l'acte de faire mourir, ce n'est pas un acte de soin. Au contraire, pour cette ancienne anesthésiste réanimatrice, il faut qu'enfin la loi évolue en s'inspirant de la Convention citoyenne. C'est exactement ce que nous demandons à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est-à-dire un véritable choix pour chaque citoyen de pouvoir décider
des conditions de sa fin de vie en France, sans être obligé de s'exiler et sans être obligé d'avoir des moyens financiers particuliers. S'exiler en Belgique pour être euthanasiée, c'est ce que cette jeune femme atteinte de la maladie de Charcot a choisi de faire en octobre 2019. Nous l'avions rencontrée quelques mois plus tôt chez elle, à Bordeaux. Je suis verte de rage. Je ne peux pas comprendre pourquoi, en plus de la maladie, en plus de la fatigue que j'ai, des douleurs que j'ai, comment en conscience on peut me laisser aller jusqu'en Belgique alors que je pourrais être aidée en France. Depuis 2019, les médecins belges sont de plus en plus souvent sollicités pour une euthanasie par des familles françaises. En bref, Donald Trump a quitté ce lundi sa résidence de Floride pour rejoindre New York où il doit comparaître demain mardi devant un juge après son inculpation dans un dossier lié à un versement de $130 000 effectué à la star de la pornographie Stormy Daniels en 2016, une affaire de fraude. Revenons au Togo avec la synergie des acteurs des énergies renouvelables. La corporation a tenu son assemblée générale élective. Un nouveau conseil d'administration est donc mis sur pied avec à sa tête professeur Yao Azuma, PDG de Kia Energy Group. Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Christine Péchekialoudet. La synergie des acteurs des énergies renouvelables du Togo Saher Togo change de main. Le président du conseil d'administration, professeur Yao Azuma, et son équipe de 11 membres prennent les rênes pour un mandat de 2 ans. Nous allons continuer l'œuvre que le comité sortant a entamée. Nous allons consolider les acquis et ouvrir davantage de perspectives à notre synergie. Nous allons travailler à ce que la fraternité entre les acteurs que nous sommes soit une réalité sur le terrain. Nous allons travailler à faire connaître nos préoccupations également aux autorités de ce pays, de manière à mieux accompagner, nous les acteurs des énergies renouvelables sur le terrain. Et nous allons surtout collaborer également avec les associations sœurs des pays limitrophes de notre pays, de manière à ce que nous puissions avoir une visibilité même au-delà de nos frontières. Avant l'élection du nouveau bureau exécutif, le sortant a présenté le rapport des différentes activités menées durant la précédente mandature. Créée en 2021, la synergie des acteurs des énergies renouvelables du Togo regroupe 30 entreprises du sous-secteur des énergies éoliennes, solaires, hydrauliques et bien d'autres. La synergie œuvre à mieux se faire connaître des populations et leur faciliter l'accès à ces énergies. Le FESNAD, le Festival national de danse traditionnelle à Atapamé, pour le compte de la région des Plateaux Est. Plusieurs groupes folkloriques y ont pris part. Au final, c'est le groupe d'Agbobo de Notier qui va défendre les couleurs des Plateaux Est à Lomé. Sylvain Abdou. À travers cette phase régionale du Festival national de danse traditionnelle, 7 groupes ont compétit pour le compte des Plateaux Est. Des danses pour promouvoir la valeur traditionnelle en lien avec les différentes coutumes identiques à chaque milieu.
Retenu cette année, résilience de la tradition face aux défis des sociétés modernes. Un thème pour être en phase avec la tradition actuelle. C'est un terme récurrent. Nous voulons développer le pays sur un socle culturel. À partir de ce moment, il faut qu'on fasse ce que les pays développés ont déjà eu à faire. C'est-à-dire qu'ils sont partis de leur propre culture pour pouvoir s'imposer. Donc le Togo ne pourrait pas aller en marge de cette thématique-là. Donc aujourd'hui, le FESNAD voudrait être un point d'ancrage culturel pour le développement du pays. C'est parce que nous voudrons qu'à travers les chants et danses de nos terroirs, nous puissions propulser le développement du pays vers de l'avant. Et sur les 7 groupes, seul le groupe d'Agbogbo de Notien qui a pu tirer son épingle du jeu. Ce groupe décroche donc son billet pour la phase finale prévue le 26 avril 2023 à Lomé. Communiqué de l'Office togolais des recettes relatifs à la prorogation de l'échéance de paiement de la TVM. En tenant compte de l'affluence massive constatée au guichet de l'Office togolais des recettes OTR et afin de permettre aux redevables personnes physiques de la taxe sur les véhicules à moteur de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l'article 59 du livre des procédures fiscales, il est porté à la connaissance du public que la date limite de paiement sans pénalité de la TVM, initialement fixée au 31 mars 2023, est prorogée de 2 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Les contrôles débuteront le lundi 17 avril 2023. Le commissaire général remercie les redevables personnes physiques pour leur adhésion au paiement de la TVM et compte sur la collaboration et le civisme de tous. Signé le commissaire général par intérim Philippe Kokou Tchodier. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.